Eh bien, écoutez, merci à vous toutes et tous d'être venus aujourd'hui, malgré les difficultés de circulation, si on peut dire, des stations de métro fermées. Vive la liberté. Et dire qu'il y a des imbéciles qui ont fait une révolution pour être libres. On en voit l'aboutissement. Donc, merci à vous. Et j'en profite pour vous dire mes meilleurs vœux possibles pour la nouvelle année. Bon, alors venons-en au sujet d'aujourd'hui. La République en danger, 3 petits points, ou si vous préférez, un point. Au cas où vous n'auriez pas compris. Quand et pourquoi commence une révolution ? Alors, elles arrivent soit parce que le peuple n'a plus rien à manger, c'est un petit peu ce que l'on constate aujourd'hui, soit parce que d'autres forces politiques que celles qui sont au pouvoir cherchent à renverser ce pouvoir. Alors, il est évident que dans le cas de figure d'aujourd'hui, c'est la première hypothèse qui est la plus valable. Mais ce qui se passe très souvent, c'est qu'avec le début des révoltes populaires, ça se politise. Parce que c'est fatal. Pour pouvoir régler un problème, ou prétendre régler un problème, il est bien évident qu'une révolte doit se politiser. Par quoi va-t-on remplacer le pouvoir qui est en place, qui ne fait pas ce qu'il devrait faire, qui gère mal, qui ne protège pas ses citoyens. Donc ça se politise. Et c'est un petit peu ce que l'on constate aujourd'hui. Et c'est ainsi que ce qui commence par être une révolte, une jacquerie, comme on disait autrefois, peut devenir une révolution. Et c'est ce qui est arrivé avec la révolution de 1789, dite Révolution française. Et je pense qu'il est bon de faire quelques rappels à ce sujet-là, vu les similitudes qu'il y a entre la situation actuelle et la situation qui existait avant 1789. Les similitudes, mais aussi les différences énormes que l'on constate. Alors, petit rappel, au XVIIIe siècle, à partir de Louis XIV, j'y ai déjà fait allusion lors de ma conférence du 11 novembre dernier, dont je ne dirai pas le titre, puisque le titre m'a valu que cette conférence soit censurée. Si bien que sur YouTube, aujourd'hui, vous arrivez encore à la voir. Bon, il y a un avertissement comme quoi certains se sont plaints du contenu. Vous arrivez quand même à la voir, mais la conférence n'est plus référencée. Si bien que les gens qui voudraient trouver cette conférence, en allant sur la liste de mes conférences, ne la trouvent pas. Encore une fois, liberté, liberté chérie. Et comme on dit certains à une certaine époque, liberté, liberté chérie, que de crimes ne commettons pas en ton nom. Résultat, flashball, les yeux perdus, les mains perdues. Que de crimes ne commettons pas en ton nom. Donc cela commence à partir de Louis XIV, et la France, force est de constater, avait été progressivement appauvrie par toute une succession de guerres, par les fastes de la cour, dont la propre haute aristocratie en subit les conséquences, comme je l'ai signalé dans cette conférence de novembre. Ce qui a eu comme conséquence que cette haute aristocratie, pour paraître à la cour, pour être présente à la cour, a dû faire deux choses. Premièrement, pressurer un peu plus leurs serfs, que ça rapporte davantage. Et puis, comme le leur recommandait
Louis XIV, à ceux qui se plaignaient que ça coûtait cher d'être à la cour, et rappelez-vous ce que j'avais rappelé à ce moment-là, que Louis XIV n'avait trouvé comme solution à leur donner que vous n'avez qu'à épouser de riches héritières juives. Et rappelez-vous ce que j'avais mentionné comme conséquence, à terme, que cette mésalliance de cette haute aristocratie française avec des héritières juives allait peser de tout son poids sur la position de cette haute aristocratie au moment de la Révolution dite française. Cette haute aristocratie française cessait de défendre les intérêts du royaume de France pour défendre d'autres intérêts, du fait de leur mésalliance. Et puis cela s'est poursuivi sous Louis XV, pour les mêmes raisons. Paraître à la cour, toujours la même chose. Et puis le train ruineux de Louis XV avec la marquise de Pompadour, née Jeanne Poisson, haute aristocratie. Bon, à la limite, c'est même pas un reproche qu'on devrait lui faire, pourquoi pas, mais qui a été ruineuse pour la France. On peut l'appeler la putain de la République de l'époque, qui était monarchie. Et rappelez-vous que c'est grâce à elle que nous avons perdu le Canada, puisqu'elle disait on ne va pas se sacrifier pour quelques arpents de neige. Rappelez-vous. C'est elle qui disait ça. Je crois que c'est une Pompadour, la Pompadour. Donc vous voyez tout ce mélange. Alors du temps de Louis XV, quand même, avec l'émergence de la maçonnerie, son premier ministre d'alors, le cardinal de Fleury, a poursuivi les menées révolutionnaires, pré-révolutionnaires de la maçonnerie. Et puis quand il est décédé, les successeurs nommés par Louis XV n'ont pas été à la hauteur et l'action de la maçonnerie a pu se développer jusqu'à Louis XVI, qui, pas plus que son prédécesseur, n'a su y mettre le holà, bien entendu. En plus de ça, sa politique économique fut désastreuse, avec la nomination de ministre de l'économie qui n'était pas à la hauteur, les Turgot, et surtout, et pire encore, Necker. Tout ça, évidemment, mélangé avec des intérêts étrangers, et notamment juifs, qui n'allaient pas dans le sens de la défense des intérêts du peuple de France. Et voilà comment, progressivement, les conditions de la Révolution dite française se sont mises en place. Donc, c'est parti d'une souffrance de la population, appauvrie, de l'activité des loges maçonniques et de la finance anglaise et juive de l'époque, profitant de cette jacquerie qui commençait pour pouvoir mettre en place les prémices de la Révolution dite française. Donc ça, c'est la similitude avec la situation d'aujourd'hui. Et alors, je vais me répéter, parce que c'est tout de même fondamental de redire certaines choses, y compris, et notamment pour ceux qui viennent pour la première fois ici, ou ceux qui m'écouteront pour la première fois si cette conférence passe à travers les mailles. Il faut rappeler quelques mots malheureux de Marie-Antoinette. Et notamment la réponse qu'elle avait faite à sa sœur Marie-Christine, qui la mettait en garde contre les agissements de la maçonnerie en France. Vous avez ça dans mon livre « La maçonnerie ». C'est un texte fondamental pour comprendre ce qui allait se passer. Je vais vous le reciter. Voilà ce que disait Marie-Antoinette, répondant à sa sœur Marie-Christine. « Je vois que vous frappez beaucoup trop de la franc-maçonnerie pour ce qui regarde la France. Elle est loin d'avoir l'importance qu'elle peut avoir en d'autres pays d'Europe, pour la raison que tout le monde en est.
On sait ainsi tout ce qui s'y passe. Où est donc le danger? On aurait raison de s'en alarmer si c'était une société secrète de politique. L'art du gouvernement est au contraire de la laisser s'étendre, et ce n'est plus que ce que c'est en réalité une société de bienfaisance et de plaisir. On y mange beaucoup, et l'on y parle, et l'on y chante. Ce qui fait dire au roi que les gens qui boivent et qui chantent ne conspirent pas. Tel était son aveuglement et celle du roi. Elle démontre donc une parfaite méconnaissance de ce qu'était l'action de la maçonnerie, qui n'en voyait que la face présentable, mais pas ce qu'il y avait derrière. Et ça n'a pas changé. Et pire que ça, je dirais, ne tenant aucun compte des mises en garde de Clément XII et du cardinal de Belzunce, qui, eux, avaient parfaitement compris ce qu'il y avait derrière les apparences. Ainsi, la Révolution allait exploser sur un terrain propice de cette misère du peuple, attisée par les menées maçonniques, l'argent anglais et juif, qui préparaient l'effondrement de cette société jouisseuse, plus préoccupée de jouir que de donner du pain à son peuple. Et ce n'est pas un autre mot malheureux de Marie-Antoinette qui pouvait arranger les choses. Rappelez-vous, quand on venait lui dire « Majesté, mais le peuple manque de pain », sa réponse « Donnez-lui de la brioche ». On pourrait presque faire un parallèle avec les déclarations aujourd'hui d'un certain Emmanuel Macron, qui ne comprend rien à la situation. Qu'on lui donne de la brioche. Ça fait un petit peu penser aux 100 € promis aux malheureux qui n'arrivent plus à nourrir leur famille. Donc voilà pourquoi on pourrait comparer cet aveuglement à celui du pouvoir en France aujourd'hui, à une différence prête, et elle est de taille. Si le pouvoir aujourd'hui fait la sourde oreille aux justes revendications de justice sociale que traduit cette révolte des Gilets jaunes, ce n'est pas par aveuglement comme sous l'Ancien Régime, mais par une volonté délibérée de destruction de la France pour la plier devant les desseins du mondialisme messianique. Et petit rappel, cela a commencé avec la loi scélérate, dite loi Rothschild, Giscard, Pompidou, de 1973. Alors qu'est-ce que c'était que cette loi? Eh bien, elle stipulait que désormais, l'État français ne pouvait plus emprunter à la Banque de France sans intérêt, pour devoir le faire auprès de banques privées, dont la banque Rothschild. Comme c'est curieux. Et là, ça a été le premier point, un des premiers points de départ de l'appauvrissement de la France. Et cette politique allait bien sûr se poursuivre jusqu'à Sarkozy, Hollande et Macron, qui a donné un coup d'accélérateur à cette situation, qui démontre cette volonté de destruction de la France par le bradage de nos industries, notamment Alstom. De même, ça fait un certain bruit. Nos hauts fourneaux, nos barrages, que nous avons payés avec nos impôts, les aéroports.
tous outils d'indépendance nationale. Donc, vous voyez la différence fondamentale entre ce à quoi aboutit la Révolution dite française par la naïveté, sinon qu'on me pardonne, la bêtise de l'Ancien Régime, et la volonté de destruction du régime d'aujourd'hui. Donc, d'un côté, la mauvaise gestion économique de l'Ancien Régime, de l'autre, aujourd'hui, la volonté de destruction évidente de la nation française par Emmanuel Macron, qui, par un coup d'État politico-judiciaire, est arrivé au pouvoir, comme vous le savez, pour accomplir le plan mondialiste de ceux qui l'ont porté au pouvoir. Aussi, quand aujourd'hui le cocolet élyséen, comme je l'appelle affectueusement, en promettant 100 € de supplément aux plus démunis, se moque de leur misère, attitude aggravée par sa toute dernière déclaration que je pense que vous aurez vue, elle date du 11 janvier, il disait « Trop de Français n'ont pas le sens de l'effort ». Encore faudrait-il qu'on leur propose un travail pour voir s'ils sont capables d'efforts ou non, alors que les entreprises françaises ferment les unes après les autres. Et ce n'est pas en leur disant, petit rappel, vous n'avez qu'à traverser la rue pour trouver un travail, qu'il va régler le problème que lui et les siens ont fabriqué. Et vous comprenez pourquoi il est intéressant de comparer l'action de la Révolution dite française avec celle poursuivie par le pouvoir aujourd'hui, car ça en est la continuation. Et là encore, un rappel que je dois faire, c'est celui du premier acte qu'a accompli la Révolution dite française avec la loi d'Isaac le Chapelier de 1790. Alors, que stipulait cette loi? Eh bien, elle interdisait les corporations, qui était la structure d'organisation du monde du travail de l'époque, avec en plus l'interdiction de reconstitution de toute structure de défense du monde du travail. Ce qui voulait dire quoi? Qu'à partir de là, le monde du travail se trouvait sans aucune structure de défense face au capitalisme naissant. Pas besoin de vous faire une caricature sur le capitalisme en question. Et là, je voudrais là aussi reproduire un certain nombre de citations qui montrent où cela a conduit. À quoi la Révolution dite française, faite au nom du peuple, comme paraît-il, d'après les manuels de l'histoire républicaine, où cela a conduit. André Soboul, dans son Histoire de la Révolution française, rapporte les conséquences. Voilà ce qu'il en dit. Les ouvriers payés en papier firent leur pouvoir d'achat baisser, les classes populaires sombrent dans le désespoir. Vous voyez la correspondance avec aujourd'hui? Hommes et femmes tombent d'inanition dans les rues, la mortalité augmente, les suicides se multiplient. C'est là. Et un autre historien, René Sédiot, dans son ouvrage Le coût de la Révolution française, écrivait ceci: c'est la promotion démocratique de l'Holocauste. Et là encore, telle est la similitude entre la situation qui découlait des faux principes de la Révolution dite française avec celle d'aujourd'hui qui découle justement de la Révolution dite française.
C'est la même inspiration, ce sont les mêmes principes qui sont au pouvoir, qui détruisent la France, qui ont commencé à détruire déjà à l'époque, et qui continuent à détruire jusqu'à aujourd'hui. Alors on pourrait nous dire que la loi d'Isaac Le Chapelier, contrairement à la loi d'Isaac Le Chapelier, aujourd'hui le monde du travail a des syndicats pour le défendre. Enfin, je crois que vous êtes tous plus ou moins conscients que les syndicats sont aux ordres du pouvoir, qu'ils ne sont là que pour servir de soupape à l'indignation des classes défavorisées, des ouvriers, en les lançant sur des entassements d'ordures devant les préfectures, etc., etc. On brûle quelques pneus, puis les gens rentrent chez eux, ils sont défoulés, on les a défoulés. Mais le pouvoir s'en contrefiche éperdument, ça ne le touche pas. Et ça, c'est la crainte que j'ai par rapport à la révolte des Gilets jaunes, qu'ils ne sachent pas comment s'attaquer au pouvoir. Et donc, vous voyez comment les deux situations ont leurs similitudes, mais leurs différences énormes. Alors, maintenant, il me semble nécessaire d'en venir aux faits sur ce qui se passe aujourd'hui. Bon, je pense que vous-même avez pu voir un certain nombre de documents sur les réseaux sociaux, mais il est peut-être bon de faire un petit résumé de ce que l'on a pu voir et essayer d'en tirer les leçons. En préparant cette conférence, je me suis rendu compte que quand on analysait tous ces événements qui se sont produits depuis le début de la révolte des Gilets jaunes, on pouvait en discerner 3 étapes. Alors, une première étape a été celle des manifestations de masse, qui existent encore, malheureusement encore aujourd'hui. Bon enfant, croyant que par sa seule présence en nombre, le pouvoir tiendrait compte de ses revendications. Ce fut la période des blocages des raffineries, des supermarchés, des autoroutes, qui effectivement paralysèrent le pays et ceux qui travaillent encore, mais qui ne dérangeaient nullement le pouvoir. Et dès cette période, voyant ce qui se passait, considérant que ça n'aurait absolument aucune utilité ce genre de manifestation, je ne sais pas si vous avez vu, mais nous avons publié un communiqué le 11 décembre pour essayer de faire comprendre ce qui était recommandable de faire et recommandable de ne pas faire. Et je vais y revenir en résumé. Donc ce communiqué a été publié dans le cercle sur notre site, et vous le trouvez aussi sur la page Cercle nationaliste français de Facebook. Oui. Nous exposions donc un certain nombre de règles, et nous recommandions de ne pas bloquer les autoroutes, de ne pas bloquer les dépôts de carburant, qui ne font que pénaliser les utilisateurs, c'est-à-dire ceux qui travaillent. Pas M. Macron et ses ministres. Par contre, rendre gratuits les péages d'autoroute, ce qui a été fait, ne pas vandaliser les commerces, mais assiéger les organes du pouvoir, les ministères, les domiciles des ministres, des députés de La République En Marche, les permanences de La République En Marche, ceux des responsables des médias hostiles au mouvement. Ce qui commence à être fait. On recommandait aussi, ce qui n'a pas été fait malheureusement, de surveiller les aéroports pour éviter que le chef de l'État et ses ministres voyagent aux frais des Français
pour aller se rendre à des réunions internationales où la promotion et la progression du mondialisme sont étudiées. Nous invitions à éviter les rassemblements compacts au bénéfice de petits groupes mobiles. Nous rappelions comment la République aux abois avait fait tirer le 6 février 1934 sur la foule des petits retraités déjà à l'époque ruinés par les magouilles et les promesses financières d'un certain escroc, Stavisky. Pas besoin de vous faire un dessin de son profil. Nous recommandions aussi de tenter de fraterniser chaque fois que possible avec la police nationale et la gendarmerie, qui n'en peuvent plus, car régulièrement trahis par le pouvoir lorsqu'ils ont à intervenir dans les zones de non-droit, dans les banlieues. Et pour terminer, nous demandions à nos cadres des cercles nationalistes d'œuvrer au sein des Gilets jaunes dans le sens de nos directives. Et apparemment, il y a eu tout de même un certain résultat suite à nos recommandations. La deuxième étape commença à évoluer et à prendre pour cible des organes du pouvoir, des organes, des choses qui pouvaient déranger le pouvoir. Alors il y a eu la destruction, d'ailleurs, qui fleurissent en France, des radars. Le nombre de radars qui ont été détruits, qui continuent à être détruits en France, c'est une excellente réponse à la limitation des 80 km/h. Alors c'est ça qu'il y a d'intéressant dans la révolte des Gilets jaunes, c'est que en fait, il y a eu deux, voire trois, bon disons deux, gouttes qui ont fait déborder le vase. Il y a eu l'augmentation des taxes sur les carburants, alors qu'il n'y avait absolument aucune raison, et il faut que vous sachiez que les taxes du gouvernement de l'État sur les carburants est de 60% du prix. 60% du prix. Alors on pourrait dire, très bien, c'est pour construire des routes ou entretenir des routes, c'est pour construire des hôpitaux dans les zones où il n'y en a plus, pour faire revivre les campagnes, etc. Mais non, c'est tout le contraire. Alors où passe cet argent ? Ben, il passe dans l'accueil des migrants. Ah oui, la grande cause nationale. Et je vais y revenir tout à l'heure. Donc il y a eu ça, il y a eu cette augmentation du prix des carburants. Et puis, comme si ce n'était pas suffisant, la limitation de vitesse. Là, vraiment, on dirait que brusquement, les Français se sont dit « mais le pouvoir se moque de nous. Il fait tout pour nous rendre la vie impossible, etc. » Et ça a été, je ne sais pas, c'est une conjonction, on se demande, et c'est là l'éternelle question que je posais en début de conférence, quand et pourquoi commence une révolution ? Ben voilà. La goutte d'eau infinitésimale qui fait que, brusquement, c'est le ras-le-bol. Voilà. Nous sommes devant une révolution ras-le-bol. Rappelez-vous encore les belles promesses de Macron, promettant 100 € d'augmentation pour les plus défavorisés. Mais sur ces 100 €, il faudrait savoir aussi que 60 étaient déjà prévus dans le programme de 2019. Donc finalement, ça ne faisait plus que 40 €, octroyés royalement par le cocolet élyséen. Donc 40 €
Glorieux résultat pour toute cette agitation. Et alors, une chose, je ne sais pas si vous avez vu ça à l'époque, et à peu près concomitant, on a vu qu'un certain nombre de sites israéliens annonçaient qu'il y aurait des actions de Daesh en France. Tiens, que vient faire Daesh dans cette situation? Curieux. Aussi que quand on a appris qu'il y avait eu cet attentat à Strasbourg, on s'est dit, tiens, comme c'est curieux. Alors cet attentat de Strasbourg, est-ce qu'il n'y a pas des choses qui vous ont semblé tout de même curieuses et un petit peu répétitives? Avec une curieuse ressemblance avec d'autres attentats antérieurs? Alors examinons ça d'un petit peu plus près, bon, rapidement quand même. On apprend que lors du marché de Noël à Strasbourg, il y avait tout un périmètre qui était bouclé, hyper sécurisé, etc., puisqu'on prévoyait, nous avaient averti les Israéliens, qu'il allait avoir une action de Daesh. Or, comment est passé à travers les mailles cet individu avec tout son arsenal? Curieux? Et alors, autre chose, comment se fait-il qu'on ait su tout de suite son identité, une fois de plus? Rappelez-vous les attentats précédents, où aussi on nous disait « Ah mais voilà, c'est monsieur, un tel, etc. » Ce sont tous des pipoussés. Ils laissent tomber derrière eux leurs petites cartes ou ils les oublient sur la banquette de leur véhicule. Alors, moi, ce qui m'interpelle là-dedans, c'est de me dire que ce pouvoir qui nous gouverne réutilise toujours les mêmes ficelles. Et il y a encore des Français qui y croient. Dire qu'autrefois on disait que le peuple français était le peuple le plus spirituel du monde, disons que le plus intelligent. Ben, l'école de la République est passée par là. Et puis, ce terroriste, non seulement il avait pu rentrer dans le périmètre hyper sécurisé, avec ses armes et tout le Bataclan, c'est le cas de le dire, mais il avait pu en sortir aussi. Mais c'est extraordinaire. C'est le passe-partout, ce gars-là. Ah, mais on allait le retrouver quelques jours après, liquidé par la police, sans qu'on puisse remonter au donneur d'ordre. Comme c'est pratique. Alors vous comprenez quand même que nous tous, petits Français moyens que nous sommes, avec un QI certainement inférieur à celui de M. Emmanuel Macron et de ses sponsors, on se pose quand même quelques questions. Voilà, tout est dans la tromperie, le trompe-l'œil. Alors, quel était en fait l'objectif de cet attentat de Strasbourg? Non pas de la part de ce énième islamique, entre guillemets, présenté comme un affreux, etc. Mais quel était l'objectif pour le pouvoir de faire ou de laisser faire ce genre d'attentat? Eh bien, c'est d'appeler à l'union nationale. Donc, messieurs les gilets jaunes, arrêtez. On est tous de bons Français, on s'aime tous entre nous. Moi, Macron, je vous adore. Voilà ce que ça voulait dire. Voilà à quoi ça devait servir. Bon, ça n'a pas marché. Bon, peut-être y aura-t-il d'autres attentats. Alors, je voudrais rappeler aussi que je crois que c'était lors de notre entretien de décembre dernier, j'avais annoncé qu'il y aurait un attentat. Je ne suis pas Madame Soleil, mais je connais l'ennemi. Et quand on connaît l'ennemi,
on sait très bien à quoi il va avoir recours pour imposer ce qu'il veut. D'où la nécessité de la formation. Donc, il est évident que quand nous avons entendu, mes amis et moi, l'annonce de cet attentat de Strasbourg, immédiatement tous les souvenirs de la Fermera, du Bataclan, de l'hypercachère, etc., etc., l'attentat de Nice, qui mettait en cause le pouvoir lui-même, puisque rappelez-vous qu'il y a eu une policière qui a carrément mis en cause Bernard Cazeneuve, qui n'a pas réussi à se justifier, bien entendu, et qui a cru intelligent de la poursuivre en justice. Il a été obligé de retirer sa plainte en justice, parce qu'il serait allé au massacre. Et la policière a tenu bon. Et puis, rappelez-vous, le Bataclan. Qui a donné l'ordre aux militaires qui étaient à proximité du Bataclan de ne pas intervenir? Le pouvoir, bien entendu, mais le pouvoir militaire aussi. Et qui était en place à l'époque? Le général Pierre de Villiers, dont on est en train de nous créer le personnage comme dernier recours du système. Nous en avons parlé ce matin lors de l'entretien. Pour dresser le portrait de l'individu, il est tout à fait compatible pour les desseins du système. Et alors, cerise sur le gâteau, si on peut dire, je ne sais pas si vous avez vu ces informations sur les réseaux sociaux. La première concernant l'annonce faite par BFM TV, donc chaîne de Patrick Drahi, franco-israélien. Il paraît même qu'il a abandonné sa nationalité française, donc il n'est plus qu'israélien. Pourquoi pas? Qui annonce l'attentat de Strasbourg avant même que le ministère de l'Intérieur ne donne l'information. Mais mieux encore, le tweet que M. Emmanuel Macron a envoyé aux victimes de l'attentat, aux familles des victimes de l'attentat, pour le déplorer, qui est apparu quelques heures avant l'annonce officielle de l'attentat. Ah mais c'est extraordinaire, cette ubiguïté de ces gens de pouvoir annoncer la chose qui ne s'est pas encore produite. Tiens, je vous laisse conclure. Donc, petite question, pour imbéciles que nous sommes, comment BFM TV et Emmanuel Macron pouvaient connaître à l'avance ce qui n'était pas encore officiel? Aujourd'hui, nous sommes rentrés dans la troisième étape de la révolte. Et vous savez, bon, c'est une information que j'ai constatée qui a été retenue pendant assez longtemps parce qu'ils ont craint qu'il y ait un effet de contagion. C'est l'annonce que de plus en plus de domiciles de députés, de journalistes, de chaînes malhonnêtes comme BFM TV, entre autres, des permanences de la République en marche, de centres des impôts, où, bon, ça c'est beaucoup plus connu, l'histoire de l'attaque du ministère qu'occupe un certain Benjamin Griveaux. Donc, les premières choses, là, l'attaque des domiciles, des députés, des journalistes, etc., ça a été soigneusement masqué pendant des semaines. Ça a commencé très précocement, et ça continue. Alors, le problème, c'est que quand un pouvoir se sent en danger, et c'est le cas, c'est comme une bête féroce qui est blessée. Et elle devient encore plus dangereuse.
C'est ce qui se passe. Donc, le pouvoir, pour essayer de se maintenir, a donné des ordres que vous connaissez, qui a abouti à la quantité de blessures, je crois qu'on dépasse allègrement les 2000, soit par les grenades lacrymogènes, soit par les tirs de flashball à hauteur d'homme, ce qui est interdit, normalement interdit. Alors, on a aujourd'hui des témoignages de policiers, y compris CRS, qui disent qu'ils ont reçu des ordres du pouvoir de tirer à hauteur d'homme. Et on a un exemple d'un de nos collaborateurs, qui est là-bas dans le fond, qui en a été victime. Il vise à hauteur du visage. D'où les œils qui ont été perdus de la part d'un certain nombre de manifestants, y compris de gens qui ne manifestaient pas, ce qui était le cas de notre ami là-bas. Il était présent, même pas en gilet jaune, il était là en observateur, c'est tout. Même pas dans un groupe. Donc voilà. Alors vous vous rendez compte, voilà où en est le pouvoir. Et comme si les flashballs classiques, si j'ose dire, n'étaient pas suffisants, on n'arrête pas le progrès. On apprend l'arrivée de ce que l'on appelle le LBD-40, lanceur de balles de calibre 40, avec une capacité de visée beaucoup plus précise, donc on pourra éborgner un peu plus facilement les Français qui manifestent. C'est ce qu'on appelle le progrès. Elle est plus puissante, elle porte plus loin, etc., etc. Et tout cela, donc, avec augmentation des victimes, et pas le moindre geste de pitié du coquelet élyséen. Bien au contraire, et vous l'aurez sans doute constaté, vous avez vu que les chaînes ont repassé en boucle et en boucle et en boucle l'histoire de l'agression du boxeur d'Étinger. Mais on ne nous a pas montré pourquoi il avait réagi comme ça. Il avait réagi pour protéger, j'ai bien compris, une jeune femme qui avait été piétinée par la police, par les forces de l'ordre. Hein? Donc, on vous montre l'agression de ce policier, de ce boxeur gitan qui plus est, alors c'est amusant. Mais on ne vous montre pas les conséquences de l'agression des forces de l'ordre sur des Français désarmés, dont une vieille dame qui était dans un abri de, je sais plus, d'autobus ou je sais pas quoi. Donc, mais il y a une sauvagerie là-dedans. On se demande si ces forces de l'ordre ne sont pas droguées. Hein, comme on l'a entendu dire à propos des terroristes de Daesh. Mais c'est la vieille histoire, je dirais presque vieille comme le monde, du vieux de la montagne, avec les assassins. Quelle est l'étymologie du mot assassin? Ça vient de consommation de hashish. Donc vous voyez, quand un pouvoir veut avoir une police capable de réprimer sans état d'âme, un petit coup de drogue, de ceci ou de cela, ça peut aider. Et en ce qui concerne Daesh, on sait très bien quelle est la drogue, c'est le Captagon, fabriqué sur ordre des États-Unis dans des pays d'Europe de l'Est, dont je crois la Bulgarie et la Roumanie. Voilà les petites choses qu'il faut savoir pour comprendre par qui on est gouverné. Donc on en est aujourd'hui, à part les blessés, qui dépassent, comme je l'ai dit tout à l'heure, plus de 2000 actuellement, 12 ont perdu l'œil, 12 ont perdu l'œil, dont des jeunes. Une main. 4 ont perdu la main. Et tout ça grâce aux tirs de flashball et des grenades lacrymogènes qui explosaient aujourd'hui plus efficacement, comportent du TNT, la trinitroglycérine.
Donc vous voyez, loin de chercher l'apaisement, Macron cherche les preuves de force à l'abri de ses forces de police. Et ce que l'on découvre aujourd'hui, c'est que ces forces de police ne sont pas si françaises que cela. Ah! Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? C'est ainsi qu'on apprend que parmi les forces de répression du pouvoir, certains ont pu constater qu'en voulant discuter avec elles, ces personnes des forces de pouvoir étaient incapables de parler en français. Curieux quand même. Un autre témoignage que j'ai reçu avec les images faisait état de quelqu'un qui aurait répondu en allemand. Et puis on découvre, et on a des photos là-dessus, qu'il existe depuis 2004 une force européenne qui s'appelle l'Euro-Genfor, pour le maintien de l'ordre. Alors, c'est très simple. Je crois que c'est pas la peine de vous faire un petit dessin. Vous avez un problème de maintien de l'ordre dans votre pays. Bon, si vous n'êtes pas très sûr de votre police, ben vous faites venir une police d'un pays tiers d'Europe, qui eux n'auront pas d'état d'âme pour réprimer. Voilà où on en est. Et ça, on en a la confirmation par des photos prises par des gilets jaunes, où on voit des uniformes avec, à l'épaule, les cuissons de ce groupe de Genfor. Donc ce n'est pas une invention, c'est répertorié, c'est documenté, c'est photographié. Et alors là encore, je voudrais faire une petite comparaison avec l'attitude de l'Ancien Régime. Rappelez-vous, Louis XVI, assiégé dans Versailles par la populace qu'il prenait pour le peuple français, interdisait aux gardes suisses de tirer dessus et les laisser massacrer par cette populace. Mais Macron aujourd'hui n'a pas la même naïveté. Il sait se défendre, lui. Et je crois qu'aujourd'hui, vu la dureté de la répression, on peut faire la comparaison et on peut se demander s'il n'y aurait pas quelques instructeurs israéliens parmi les forces de l'ordre, parce qu'on a l'impression que le peuple de France qui se révolte contre la dictature mondialiste au pouvoir aujourd'hui traite les Français comme les Israéliens traitent les Palestiniens. Pour l'instant, les balles réelles en moins. Et pourtant, on a des photos encore, où on voit sur le toit des véhicules de police, ou des forces de police, de l'ordre, des membres de ces forces de l'ordre, fusils d'assaut pointés. Ils ne sont pas encore tirés. Mais pour peu que le pouvoir prenne encore un peu plus peur, ben, il se passera ce qui s'est passé le 6 février 1934. Donc vous voyez, Ancien Régime, trop bon, trop bête, se laissant faire. Les forces de la Révolution, celles qui ont hérité justement des faux principes de 1789, eux n'hésitent pas à tirer sur le peuple. Et alors, pendant ce temps-là, que faisait notre très cher président Emmanuel Macron? Eh bien, j'ai vu que tout dernièrement, il allait réunir 150 dirigeants d'entreprises étrangères et françaises au château de Versailles, s'il vous plaît. Oh, c'est le moins qu'il ne puisse faire, vu sa stature mondiale. Le 21 janvier. Donc, oui, vous pouvez peut-être aller manifester. Alors, l'annonce de cet événement se congratulait
je cite, que l'an passé, la première édition du sommet Choose France, c'est-à-dire Choisissez la France, avait permis d'engranger 3,5 milliards d'euros de promesses d'investissement sur 5 ans. Alors, l'ennui, c'est que j'ai été incapable de retrouver si ces promesses avaient été suivies d'effets. Donc voilà, encore une fois, Monsieur se goberge avec les grands dirigeants économistes et politiques du monde, à nos frais, effet d'annonce, c'est tout. Mais, plus intéressant, je pense que ça va vous rassurer, le PDG de Goldman Sachs, Lloyd Blankfein, félicitait Emmanuel Macron, je cite, « Grand meeting avec les PDG internationaux organisés par le président Macron. Gros effort, sincère et efficace. Je sens qu'un nouveau jour se lève en France. » Ah oui, ça effectivement, c'est un nouveau jour. Reste à savoir pour qui. C'est dans Challenge du 11 janvier 2019. Je vous ferai remarquer une chose quand même, que quand un financier international avec les caractéristiques qu'on connaît de ce Lloyd Blankfein félicite un homme politique français, ce n'est en général pas très bon pour les Français. Donc vous voyez, ils se reconnaissent entre eux, ils se cooptent entre eux, ils se soutiennent entre eux. Et donc, tel est le pouvoir d'aujourd'hui, applaudi par l'étranger, honni par les Français. Et alors, encore une chose, pour tenter de désamorcer la colère populaire, Emmanuel Macron a rendu public le dimanche 13 janvier une lettre aux Français. Encore, essayant de faire passer sa soupe. Puis apparemment, ça n'a pas été suffisant. Puisque maintenant, on apprend qu'il va envoyer à tous les Français, donc vous allez le recevoir normalement, coût de l'opération, 10 millions d'euros, que nous savons payer. Alors que ça pourrait servir à dépanner quelques malheureux. On dépense, on dépense, on dépense, on fait des emprunts internationaux à l'abri de la loi Rothschild. Et c'est comme ça que d'étape en étape, on appauvrit la France et les Français. Et alors, là encore, pour vous faire toucher du doigt, je ne sais pas si on peut toucher du doigt un enfumage, enfin disons que c'est une figure de style, l'enfumage de Macron, à propos de l'immigration. Il a commencé par être contre que la question sur l'immigration soit posée lors du grand débat national, et puis tout dernièrement, il a feint d'accepter la discussion. Mais, il affirmait immédiatement l'importance du droit d'asile qui ne saurait être remise en cause. Ben voyons. Or, le débat sur l'immigration est une des revendications majeures des Gilets jaunes, qui ont compris que c'est le poids de l'immigration constante et constante et constante qui fait qu'il n'y a plus d'argent pour faire vivre les Français. Donc, vous comprendrez que maintenant, à l'abri du traité de Marrakech, qui rend légal, et bientôt ça va devenir obligatoire, l'accueil des migrants,
Macron et tous ses congénères européens, Merkel et compagnie, vont pouvoir imposer à leur peuple l'immigration, l'immigration, l'immigration et encore l'immigration. Et alors encore aussi, une belle arnaque. Il demandait aux Français s'ils souhaitaient fixer des objectifs annuels définis par le Parlement. Ben, rien que dans cette phrase, ça veut tout dire de l'arnaque. Comment demander aux Français leur avis sur l'immigration si les quotas sont déjà définis par le Parlement? Il y a un petit problème là. Donc vous voyez, tout est dans la tromperie. Et rappelez-vous aussi, parmi les autres revendications, il y avait la discussion sur la peine de mort. Pas de question. La discussion sur l'abrogation de la loi Taubira, donc le mariage pour tous, pas question. Alors qu'est-ce que c'est que ce prétendu débat national? De quoi va-t-on causer si les points fondamentaux qui révoltent les Français sont interdits de discussion? Et alors, on assiste aussi à encore une aggravation de la répression. Je ne sais pas si vous avez vu ces images, je les ai vues. Ça se passe à Strasbourg. C'est un camion de CRS qui a foncé volontairement dans la foule. Bilan, 4 blessés. Et ceux qui avaient été renversés, matraqués ensuite par les forces dites de l'ordre. Vous vous rendez compte de cette sauvagerie? Qu'est-ce que c'est que ce pouvoir qui donne des ordres pareils, et que sont ces forces de l'ordre qui acceptent d'obéir à ces ordres? Alors, ceci dit, il faut tout de même noter qu'un certain nombre de policiers, de toutes armes d'ailleurs, y compris CRS, commencent à dénoncer les ordres du pouvoir, en disant, mais on n'a jamais eu de tels ordres, y compris pour des manifestations beaucoup plus dures. Parce que, à part l'histoire des casseurs qui ne sont pas de véritables gilets jaunes, qui sont des bandes organisées, d'où témoignage encore de forces de l'ordre disant que le pouvoir sait très bien qui sont ces bandes de casseurs, mais qu'ils ont l'ordre, que la police a l'ordre de ne pas y toucher. Parce qu'ils ont besoin d'eux pour donner une mauvaise image des gilets jaunes. Donc petit à petit, et puis je pense que les images, tout de même insupportables que l'on voit de la façon dont certaines forces de l'ordre interviennent, cette sauvagerie commence à peser sur la conscience d'un certain nombre de policiers qui ne sont pas nécessairement mêlés à cela. Et c'est pour ça que la parole se libère de plus en plus. Donc, c'est intéressant. Et il fallait entendre dans ce document qui est sur Facebook, que j'ai vu, il y a notamment une manifestante qui hurlait en boucle, hurlait. Assassins, vous êtes des assassins, vous êtes une honte de la France. La honte de la France. Donc tout ça est pénible, tout ça fait souffrir un certain nombre de personnes qui en sont victimes. Mais le pouvoir ne se rend pas compte qu'en agissant ainsi, il ouvre les yeux à toute une série de Français qui n'ont encore rien compris. Alors je ne dirais pas qu'il continue comme ça, il y aura de plus en plus de Français qui connaîtront, qui comprendront. Voilà. Donc vraiment le pouvoir joue à un jeu très dangereux pour lui. Et disons, petite mise en garde au passage, il ne faudrait pas, quand même, qu'un parent ou qu'une victime, ayant perdu un œil ou une main, ou un de ses familiers, n'ait envie de se venger sur M. Macron. Ce serait regrettable, avouez-le, non?
Alors, il y a aussi une chose intéressante, c'est que, aussi encore, après les documents filmés par des gilets jaunes, il y a une équipe de RT France, qui est une chaîne indépendante russe, qui a été prise à partie par les forces de police. Donc, c'est pas par hasard. Hein? C'est pas BFM TV qui s'est fait prise à partie, hein, et compagnie. Pourquoi? Parce que cette chaîne indépendante russe, et je reçois les documents, elle filme justement les scènes qui dénoncent le pouvoir. Donc voilà. Et donc, voilà comment progressivement la France rentre en guerre civile et en dictature. Nous sommes en dictature. Et je voudrais rappeler à ce sujet-là un commentaire de saint Thomas d'Aquin, que j'ai déjà cité il y a quelques mois dans une de mes conférences, qui, parlant du tyran, il justifiait le tyrannicide. Le tyrannicide. Saint Thomas d'Aquin, s'il vous plaît. C'est-à-dire que quand un peuple a épuisé tous les recours possibles pour essayer de survivre, il ne lui reste plus qu'une solution. C'est de se débarrasser du tyran. Tout de même curieux de la part d'un des grands philosophes de la chrétienté. Comme quoi, vous voyez, il n'y a jamais rien de nouveau. L'homme est toujours un prédateur de l'homme. Alors, vraiment, ils osent tout. Vous connaissez le mot d'odieur, le propre des... etc. C'est de tout oser. Bon, eh bien, on peut en dire autant de Macron et de sa troupe. On a appris tout dernièrement que la cote de popularité de M. Macron et du Premier ministre repartait à la hausse. Alléluia, on était franchement inquiets. Hein. Ah, moi, personnellement, j'étais très inquiet. Bon, arrêtons de... Il faudrait qu'ils arrêtent de se moquer du monde, quand même. Parce que dans le même temps, à quelques jours de distance, un autre sondage de OpinionWay révélait que 52% des Français n'ont pas l'intention de participer au prétendu dialogue national et que 67% pensent qu'il ne résoudra pas la crise que subissent les Français. Alors, si c'est comme ça vraiment que la cote de popularité de Macron et d'Édouard Philippe augmente, ben vraiment, disons qu'on n'a pas les mêmes lunettes. Et puis, bien entendu, toujours dans cette optique de pacifier le bon peuple de France, dernière trouvaille du pouvoir, infliger une annonce, attention, ça a une curieuse couleur là, c'est dangereux, hein, ça, infliger aux porteurs de gilets jaunes une amende de 135 €. Alors, essayez de ne pas avoir de panne de voiture, hein, parce que si vous devez mettre votre gilet jaune pour sortir de votre voiture et dire « Attention, je suis là, je suis en train de changer ma roue, Dieu sait quoi », attention, hein, vous allez avoir une amende, et puis peut-être qu'après avoir payé l'amende, on vous tirera avec le flashball. Non mais est-ce que vous vous rendez compte où on en est ? Et vous voyez comment j'adore manier les leçons de l'histoire avec les événements du présent. Puisque, comme toujours, c'est le passé qui éclaire le présent. Et qui va expliquer l'avenir. Et j'ai reçu, ça, je pense à ça maintenant parce que je me rappelle que j'ai reçu il y a 2 jours, je crois, pas une réponse, non, plutôt une injonction, quelqu'un que je ne connais pas du tout sur Facebook,
me disant « Mais cessez de vous reporter toujours au passé, etc. Il faut penser à l'amour des peuples, etc. etc. » Le parfait discours de franc-maçon. Ce que je lui ai répondu d'ailleurs. Donc voilà, donc c'est très amusant parce que quand je vois, et je pense que Jean va nous dire quelque chose tout à l'heure à la fin de la conférence, quand je vois le taux de pénétration de nos entretiens, de mes conférences sur la toile, ça fait des petits tout ça. Ceux qui ont vu et à qui ça ouvre les yeux. Et il y a un monsieur tout à l'heure, un grand monsieur, très bronzé. Où est-ce qu'il se cache? Il n'est pas là, non? Il est là, qui vient de Londres. Et qui me dit, monsieur, qu'est-ce que je vous dois? Qu'est-ce que je ne vous dois pas? C'est-à-dire, enfin, que je lui ai ouvert les yeux sur un certain nombre de choses. Ben voilà. Monsieur n'est pas français de souche, évidemment. Mais nos destins sont liés, et il a compris. Et c'est ça aussi qui fait ma force de pénétration. C'est que je ne fais pas de racisme primaire. Parce que je comprends et j'essaye de faire comprendre à tous ceux qui sont en France ou en dehors de France, qui ne sont pas nécessairement français de souche, que nous avons le même ennemi commun et que nous gagnerons ensemble contre cet ennemi commun ou que nous périrons ensemble. Et si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que vous l'avez compris. Merci. À moi de vous remercier. Et pour vous faire toucher du doigt encore une fois l'amour dont se sent entouré Emmanuel Macron, il faut savoir deux choses. Bon, premièrement, vous avez vu que ne reculant devant rien pour conquérir l'amour de ses sujets, il fait la tournée des, je dirais pas des popotes, mais des régions de France. Il a été en Normandie, il est maintenant dans le sud-ouest. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on apprend tout de même un certain nombre de choses intéressantes. Et ça a été dénoncé, j'ai reçu un mail tout à l'heure, me confirmant une information que j'avais déjà eue, comme quoi ce sont les préfets qui ont charge de nommer les maires qui pourront participer ou non aux réunions avec M. Emmanuel Macron, avec les questions déjà préparées. Liberté, liberté chérie. Et puis, qu'à cela ne tienne, ce n'est pas suffisant, puisque l'on sait, par exemple, pour sa réunion des maires en Normandie, le 15 janvier, à Bourgterould, il faut aller chercher le nom, hein, franchement, il était protégé, écoutez bien, voyez, bonnes gens, il était protégé par une dizaine d'escadrons de gendarmerie mobile, de 7 compagnies de CRS et près de 300 gendarmes des unités territoriales. Aux frais du contribuable, le contribuable lui doit bien quand même. On est en démocratie. Vous savez très bien que je ne suis pas démocrate, et pour cause. Je sais très bien. On est en plutocratie, et la plutocratie fait tout pour essayer de se défendre. De défendre ses acquis. Alors, dans ce communiqué, c'était plus qu'un communiqué, c'était presque un manifeste plutôt, du 11 décembre dernier, on avait donné aussi un certain nombre de pistes pour les Gilets jaunes, des choses qu'ils avaient à réclamer. Donc, pour revenir un instant là-dessus, la fameuse abolition de la loi du 3 janvier 1973, la loi Rothschild, et puis aussi qu'il serait peut-être bon qu'enfin
les présidents de la République successive fassent des économies sur le train de l'État, sur leur propre train de vie. Alors, petit rappel. Le couple présidentiel, alors que tant de Français ont des difficultés croissantes à nourrir leur famille, n'a pas à dilapider leur argent en renouvelant la vaisselle de l'Élysée, coût 700 000 euros. 700 000 euros. En plus de ça, nous avons vu, je crois que c'est vous qui avez réussi à sortir le dessin des... C'est affreux, c'est sinistre. Alors il y a tellement de belles vaisselles dans tous les palais de l'État. 700 000 euros. Le couple présidentiel n'a pas à repeindre les salons de l'Élysée selon le mauvais goût de ce couple de petite bourgeoisie gauchiste. Parce que Macron, il a peut-être des millions derrière lui. Il n'a pas été associé dans la banque Rothschild par hasard. Mais dans sa tête, c'est un petit bourgeois gauchiste, avec le mauvais goût de ces gens. Alors le prétexte pour repeindre un salon de l'Élysée, c'était pour en faire un espace d'accueil. Ah bon? Un accueil pour qui? Pour les gilets jaunes? Pas rêver quand même. On accueillera quelques migrants, etc., etc. Et bien entendu, il s'est bien gardé d'évoquer les conséquences du pacte des migrants qu'il a signé à Marrakech. Donc vous voyez, l'obsession de ce pouvoir est de nous submerger sous la masse d'éléments venus d'ailleurs. La France peut accueillir incontestablement et assimiler beaucoup de monde. Elle l'a fait à travers les siècles, ça peut encore se faire. Mais il y a un nombre limite. Ce n'est pas possible. Et tout le monde va en être victime. Parce que moi, ce que je crains, et je l'ai su indirectement par des gens qui avaient défendu l'Algérie française, qui nous avaient raconté un certain nombre de choses qui s'étaient passées au moment de l'Algérie française, ce qu'on a appelé à l'époque les ratonnades. C'était quoi? C'était des pieds noirs qui étaient pieds noirs qui étaient très souvent d'ailleurs des pieds noirs juifs, qui faisaient des cartons sur ce que l'on appelait à l'époque le bico du coin qui passait, qui avait le malheur de passer à ce moment-là. Mais c'est à ça que pousse la politique d'un Zemmour avec Pierre de Villiers que j'ai dénoncé dans ma conférence de décembre. C'est à ça. C'est la guerre civile. Rappelez-vous l'histoire des trois coqs que j'ai donnée. Ils veulent l'affrontement entre les deux grandes communautés, entre l'Ouest et l'Est, pour pouvoir apparaître comme les seuls vainqueurs. Donc ils ont besoin de nous pour se défendre des conséquences de cette immigration qui se retourne contre eux maintenant. Ils veulent qu'on leur serve de chair à canon, tout simplement. Une petite touche encore sur le plan économique. J'ai, comme quoi vraiment les hasards, des choses qui apparaissent sur mon site ou sur mes mails ou sur Facebook fait bien les choses. J'ai trouvé dernièrement une étude de l'Institut Copé sur l'arbitraire fiscal, l'impôt sous l'Ancien Régime et en 2013. Alors, malheureusement, ça ne remonte pas plus loin, mais à mon avis, ça ne s'est pas amélioré depuis lors. Alors, du temps de la monarchie, l'impôt équivalait à 18 jours de travail dans l'année.
18 jours de travail dans l'année. Sous la République en 2013, avec un taux moyen d'imposition de 56,9, l'impôt équivalait à 208 jours de travail dans l'année. Vive la République. Ce que Macron et les siens ne comprennent pas, c'est que du fait, non seulement de leur politique qui a mené à cette situation, mais leur entêtement à ne pas vouloir arranger les choses, ils sont en train de provoquer une maturation politique des Gilets jaunes. Et il suffit de voir un certain nombre de slogans, soit sur des murs, des monuments, des banderoles. Je vais vous donner quelques exemples assez parlants. Et bien entendu, le monde politique s'alarmant, la République en danger, d'où le titre de ma conférence aujourd'hui. Alors, quelques exemples. Rappelez-vous, peut-être l'avez-vous vu vous aussi, une photo de la fontaine Saint-Michel, place Saint-Michel. Ça date de fin décembre 2018, taguée avec des inscriptions antimaçonniques. Ça commence à devenir dangereux. Ailleurs, lors d'un défilé, on voyait une banderole sur laquelle était écrit « Macron égale Drahi, banque égale média égale Sion ». Bon. Et alors, le plus beau, c'est que Macron, il y a un A, Drahi, il y a un A, banque, il y a un A, média, il y a un A. Et chacun était remplacé par un triangle maçonnique. Donc, vous voyez la conscience de ceux qui ont tracé cette banderole. Ils ont compris. Or, ces trucs-là, on les voit sur les réseaux sociaux. Et ceux qui n'avaient pas encore compris, ils vont tout de même peut-être commencer à ouvrir les yeux. Et alors, cette banderole, alors là, c'est à mourir de rire. Je ne sais pas si ça fait rire tout le monde, mais moi j'ai bien ri. En dessous, il y avait ce commentaire. Moché. J'ai l'impression que les goïs commencent à se douter de quelque chose. Vous l'aviez pas vu? Ah, mais c'est extraordinaire. Je ne sais pas qui a fait cette banderole, mais franchement, c'est très bien tapé. Ou alors une autre inscription, République française égale Rothschild Family. Et puis, joignant la parole au geste, si j'ose dire, on voit aussi des photos sur les réseaux sociaux de manifestants qui ont investi les locaux de la banque Rothschild et Lazare à Paris et à Lyon. Ça, ce sont des actes utiles, pas les manifestations de masse de ces braves gens qui piétinent le macadam. Ça ne sert à rien. Donc ça montre que de plus en plus de Français font le rapport entre leur souffrance et la politique judéo-maçonnique, pour l'appeler par son vrai nom, mondialiste, qui aboutit à la ruine de la France et à celle des Français. D'où les slogans hostiles au mondialisme. Et alors, là aussi, petite jouissance tout de même, excusez-moi de jouir de façon aussi peut-être incongrue pour certains. Le blog maçonnique de iram.be du 5 décembre dernier qui s'indignait que le site clicano.re de la Réunion avait réclamé dans le cahier de doléances de la région, donc des Gilets jaunes locaux, l'abolition de la franc-maçonnerie de ces réseaux d'influence.
Et je dois dire qu'ils ont été les premiers, la première fois qu'il y a eu une inscription désignant nommément l'adversaire. Ce qui semble indiquer que à La Réunion, il y a une surdose de maçonnerie. De son côté, la Grande Loge de France se plaignait que, je cite, l'antimaçonnisme se double d'antisémitisme. Et a porté plainte après que des tags antimaçonniques aient été bombés à la peinture rouge sur la façade de son siège national, rue Puteaux. Notez bien, rue Puteaux. Mais j'ai rien dit. Et puis d'autres messages qui assortissaient justement ces tags. Démolisseur, Dreyfus coupable. Oui, 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 oui. Affaire des fiches. Coucou. Donc vous n'allez pas me dire que ceux qui taguent ce genre de trucs, ils ont tout compris. C'est à se demander s'ils n'ont pas lu mon bouquin sur l'armée française face à la destruction de la nation, et notamment mon chapitre sur l'affaire Dreyfus et l'affaire des fiches. Oui, tout ça, ça fait des petits, ça fait des petits, ça fait des petits d'être petits. Et rappelez-vous aussi, autre haut symbole, d'ailleurs, il y a un double symbole là d'ailleurs, qu'elle ait été fracassée, c'est-à-dire la Marianne qui était sous le porche de l'Arc de Triomphe, place de l'Étoile, pas de Gaulle, place de l'Étoile. Mais alors, ce que j'ai découvert à ma grande stupéfaction, et ça c'est le double symbole, non seulement la statue a été fracassée, mais on s'aperçoit que la statue était creuse. Ben voilà, c'est le seul double symbole, la République est creuse. Non, mais ça vous il y a dans toutes ces informations les petits trucs qui montrent qu'il se produit, il se passe quelque chose. Et alors, bien entendu, après ce saccage de cette malheureuse République, tellement vide, le commentaire du philosophe Luc Ferry, qui sévit sur Radio Classique, comme je l'appelle Radio Juive, disant ceci: on a mis un gamin à l'Élysée et on va le payer très cher. On l'espère bien. Or, c'était avant que ce même grand philosophe, Luc Ferry, affolé par l'ampleur prise par les manifestations, enjoigne le pouvoir à tirer sur les manifestants et à faire appel à l'armée. Il s'en est détracté depuis peu parce que ça fait tout de même assez mauvais effet. Non mais vous vous rendez compte ? C'est fabuleux. Tout ça est porteur. Tout ça est porteur. Donc vous voyez bien, par ces différentes réactions, qu'au sein de ces masses de Français exaspérés, certains deviennent conscients des causes et des vecteurs de leur malheur. Et c'est à nous d'aider à leur faire prendre conscience, et c'est pour ça que, entre autres, nous sommes là aujourd'hui, pour apporter tous ces faits, et pour que vous puissiez les diffuser à votre tour, autour de vous. Et je souhaite qu'un jour, Macron s'étonnant de la révolte, l'un de ses proches lui dise « Mais, Monsieur le Président, ce n'est pas une révolte, c'est une révolution. » Ce que l'on avait répondu à Louis XVI, qui n'avait pas compris. Il faut qu'il aille jusqu'au bout. Et que M. Macron soit jugé pour haute trahison par un tribunal populaire.
Donc, vous avez compris le but de cette conférence. À travers de tous ces événements, il faut que les Français comprennent que l'on doit faire la révolution dite française en sens contraire. Il faut que l'on évacue les miasmes de cette révolution dite française qui explique le comportement de nos dirigeants d'aujourd'hui. Il faut que l'on arrive à supprimer ce qui en a découlé, cette espèce de démocratie inorganique, plutocratique. Et alors, bon, pour conclure plus ou moins, je voudrais vous faire toucher du doigt ce que pensent nos bons démocrates du peuple. D'où, par exemple, entre autres, cette réflexion d'Olivier Duhamel, La voix de ses maîtres, disant ceci: le référendum d'initiative citoyenne est extrêmement dangereux. Et selon lui, toujours, sur Europe 1, il disait: si le référendum d'initiative citoyenne devient réalité en France, cela ouvrirait la voie à une série de demandes populistes qui, in fine, mettraient à mal notre démocratie. Notre démocratie. Leur démocratie. Donc, telle est la conscience de nos bons démocrates envers le peuple. Et alors, cerise sur le gâteau, cette déclaration, cette injonction plutôt, du grand rabbin de France à Haïm Corsia, appelant les Juifs à réciter la prière pour la République, leur République. Je cite: « Je vous saurai gré de réciter la prière pour la République française avec une intensité singulière. » Et sur RCJ, c'est-à-dire Radio Communautaire Juive, le 9 janvier, ce même individu de s'affoler: « Le climat antisémite en France va de mal en pis. » Ah bon? Et à qui la faute? Et n'est-ce pas là la conséquence de la Jude, de la maçonne de la France? Vous aurez compris, j'évite de prononcer les mots, puisque c'est ça qui m'a valu l'interdiction des 2 dernières conférences. Et bien voilà ce que les Français sont en train de découvrir. Oui, la République est en danger, car comme je le rappelle toujours, le propre des faux principes est de porter en eux leur autodestruction. Nous sommes en train d'y arriver. Mais il va falloir y aider. Et rappelez-vous le mot de Maurras, quand il disait « la République gouverne mal », mais se défend bien. Les manifestants gilets jaunes en savent quelque chose. Donc nous vivons aujourd'hui les soubresauts des conséquences des faux principes lancés par la Révolution dite française. Et la France ne s'en relèvera qu'en les abandonnant. Et ainsi on comprend le refus d'Emmanuel Macron que soit mise en cause, que soit mise en discussion la peine de mort. Merci de votre attention.